Bonjour à tous et bienvenue. C'est vendredi mes amis, alors toi et moi, on a survécu à une autre semaine et c'est un vendredi très important. Aujourd'hui, Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontrent en Alaska avec leur délégation. C'est une grande nouvelle, mais il y a aussi d'énormes nouvelles qui viennent du front et nous commençons avec cela, quoi ? Nous commençons avec la nouvelle qui est annoncée en titre comme la première sur cette chaîne. Mais oui mes amis, nous allons d'abord en parler avant de passer aux négociations. Nous allons parler de la percée de Dobropilya que les Russes ont réalisée il y a environ une semaine et demie ou qu'ils ont réussi à accomplir. Ensuite, en Tolédé, les Ukrainiens ont déployé le premier corps Azov, qui se compose des 5 meilleures brigades ukrainiennes. Bien sûr, elles existent, et ils repoussent, et apparemment ils ont coupé cette percée. Cependant, ce succès russe ayant franchi la ligne défensive de Donetsk, à environ 15 km derrière les lignes ukrainiennes, serait maintenant isolé de l'armée principale, ce qui en fait un échec massif. Passons en revue toutes les informations. Situation dans la direction Dobropilya-Bakrovsk. Les réserves ukrainiennes ont stabilisé la percée risquée de Dobropilya. Le premier corps d'armée Azov a neutralisé la plupart des groupes d'assaut russes dans le secteur. Les groupes russes de reconnaissance et de sabotage sont efficacement détectés et éliminés. Les Russes n'ont pas pu fortifier, concentrer des réserves mécanisées ou lancer d'autres attaques. La situation est stable mais difficile, avec une possible reprise de la pression russe et la formation probable d'un nouveau groupe d'assaut contre les défenses ukrainiennes. Et en regardant cette carte, on peut voir ici de façon visuelle comment les unités sont déployées sur le front. Chaque unité a sa propre zone de responsabilité, formant en quelque sorte des bulles qui couvrent certaines parties du front. Les maillons les plus faibles dans une armée au front sont souvent les points de connexion entre deux unités. Deux bulles, parce que ces zones sont les plus difficiles à couvrir. Au fait, si tu trouves que j'ai l'air un peu bizarre, oui, j'ai la grippe, je suis malade. Et tout pour moi en ce moment est au ralenti, y compris tout ce qui se passe ici. Alors pardonne-moi, peut-être que je devrais accélérer cette vidéo pour toi, mais c'est très important. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui. Plus d'informations sur cette percée à Dobropilya qui s'est transformée en échec à Dobropilya pour les Russes. Méfiez-vous des soi-disant fake news russes et pro-russes. L'armée ukrainienne n'est pas sur le point de s'effondrer. Et à ce stade, une avancée rapide en profondeur de la Russie est impossible. La tactique de la Russie consiste à envoyer des centaines de soldats derrière les lignes ennemies pendant des semaines, attendre des embuscades et, après avoir reçu des renforts, à établir le contrôle du territoire. Comme cela s'est produit près de Dobropilya, plus de 200 occupants russes ont été tués ou blessés près de Dobropilya, ce qui indique une concentration importante de forces d'infanterie. La progression en profondeur a été plus lente que prévu. Les tranchées anti-chars arrêtent les véhicules blindés et les motos, mais pas l'infanterie. Ces rapports sortent presque tous les jours maintenant. Même sans vidéo ni photo, Azov maîtrise bien la sécurité opérationnelle. Ils ne publient rien, je veux dire. On aura des vidéos, mais dans 1 ou 2 semaines, ils ne publieront rien à l'avance. Mais cette photo viendrait apparemment du canal Telegram d'un blogueur militaire russe, et ça n'a pas l'air bon. Ce ne sont encore que des flèches sur une carte d'un canal Telegram aléatoire, à prendre avec des pincettes. Mais c'est l'une des informations qui circulent en ce moment, donc je vous en informe. Mais encore une fois, prenez ça avec des pincettes. À 16 km de Dobropilya, des personnes restent sans évacuation, sans nourriture, sans eau, et subissent les attaques des forces armées ukrainiennes de tous les côtés. Et sur cette carte, quelqu'un a dessiné une flèche qui a coupé la percée de Dobropilya. Tout le monde avait peur, j'appelais ça les oreilles de lapin. Ici même, on appelle ça une coupure. Encore une fois, je ne suis pas là pour affirmer que cette unité de percée est maintenant encerclée, mais il y a des informations qui le suggèrent. Vous devez donc vous faire votre propre opinion. Je vous informe seulement de ce dont il est question. Mais nous avons déjà les premières têtes en vidéo de prisonniers de guerre russes capturés lors de cette percée. Vous pouvez voir la percée ici sur la carte.
Suite au raid surprise de la Russie, à 15 km au-delà des fortifications de la ligne de front dans la région de Netsk, la réponse rapide ukrainienne, menée par Azov, a éliminé 151 soldats russes, en a blessé plus de 70 et en a capturé 8 dans la poche au cours des dernières 48 heures. Cela s'est déjà produit il y a 2 jours, donc les chiffres sont maintenant très différents. Mais nous avons reçu des vidéos d'au moins 5 prisonniers de guerre différents capturés dans cette zone de percée. Et c'est une confirmation visuelle que cela ne se passe pas très bien pour les Russes. Vous voyez, les percées frontales peuvent être très décisives si elles sont immédiatement fortifiées et utilisées correctement de manière d'éclair, comme l'a fait le Troisième Reich. D'habitude, c'était toute leur tactique de guerre mobile. Mais avec cette percée spécifique, oui, les Russes ont réussi à pénétrer de 15 km derrière les lignes ukrainiennes, mais ils n'ont pas réussi à renforcer cette percée, offrant un énorme cadeau aux Ukrainiens qui peuvent maintenant couper cette unité d'infanterie qui compte quelques centaines d'hommes, puis, sans eau, sans nourriture, entourés sur 3 ou 4 côtés par des unités hostiles. Je veux dire, ils seront éliminés. Ils nourriront bientôt les tournesols. Maintenant, si vous vous demandez pourquoi les Russes n'ont pas réussi à fortifier cette percée spécifique, que signifie fortifier? Envoyer beaucoup de blindés, des drones embusqués et de la logistique. Eh bien parce que la qualité de ces troupes russes envoyées pour mener ces opérations n'est pas la meilleure. Et vous pouvez voir la qualité juste ici. Je vous présente le plus bas du bas dans l'armée russe. Ce n'est pas un soldat, enfin, d'une certaine manière si, mais c'est plutôt un sac à viande. Seulement, il n'est pas encore mort. Regardez-le. Les troupes russes en tête sont transportées au front avec des chaînes attachées aux bras. Ils sont littéralement enchaînés au camion. Ce sont donc des soldats, mais ils sont prisonniers du système militaire. Ils ne sont pas issus du système judiciaire civil ni des prisons, mais ils le sont. Ils étaient dans l'armée, mais ils ont peut-être trop bu, se sont battus ou drogués. Et maintenant, ils ont été poussés tout en bas, c'est-à-dire, oui, tu seras enchaîné au camion, envoyé au front, puis poussé. Exactement 2 opérations comme cette percée de Dobropilia, c'est-à-dire prendre un drapeau russe, quelques chargeurs de munitions, pas de nourriture, pas d'eau, et partir. Quelques centaines de soldats sont envoyés comme ça. Ils se retrouvent derrière les lignes ennemies, et ensuite ils sont laissés là. Je veux dire, il n'y a rien que tu puisses le faire. Tu ne vas pas fortifier cette percée, c'est ce qui s'est passé. Voici les gars que nous avons, une preuve visuelle de la qualité de ces sacs de viande. Ce ne sont pas les troupes de meilleure qualité. Et maintenant, ces gars-là sont peut-être en train de pousser des tournesols quelque part. Au fait, vous vous demandez peut-être aussi comment les Russes font-ils pour envoyer des hommes à la guerre. Si vous voyez des vidéos comme celle-ci, eh bien le problème est le même qu'en Ukraine. Personne ne veut vraiment y aller. Les 2 pays ont d'énormes difficultés à recruter de nouveaux soldats pour l'armée. Oui, la Russie a des problèmes de main-d'œuvre. C'est difficile à comprendre puisqu'ils ont une population si nombreuse, mais c'est la vérité. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont ces usines et systèmes d'usines énormes. Ils recrutent à partir de là. Souvent, les hommes savent que c'est le jour du recrutement et ne vont donc pas travailler. Mais dans ce cas précis, qu'est-ce que les recruteurs russes ont découvert? Ils peuvent utiliser l'Ukraine comme un auxiliaire de cette manière. Ils ont déclenché une alerte de menace de drones dans cette usine. Alors tout le monde, tous les ouvriers, parce que ce sont généralement des hommes, sont sortis, se sont alignés, puis les recruteurs sont arrivés. Ce n'était pas une menace de drone, juste le jour du recrutement. Et ils leur ont remis des convocations à l'enrôlement militaire, ce qui signifie, selon le système judiciaire russe, que si on vous la remet physiquement, cela veut dire que vous l'avez reçue. Et maintenant, par la loi, vous êtes obligé de vous présenter dans un bureau d'enrôlement militaire. Ensuite, vous étiez en général envoyé au front. Donc ces gars-là sont maintenant, par la loi, obligés d'aller à la guerre directement depuis l'usine. Trompés pour sortir et faire la queue à cause d'une menace de drone qui n'était pas vraiment réelle. Maintenant, tu dois partir à la guerre. Voilà la Russie, c'est ainsi qu'ils obtiennent leur chair à canon. Mes amis, voici une petite nouvelle légère. Si vous voyagiez à Moscou avec les transports en commun, alors vous avez peut-être entendu ce message. Je vais vous le lire. Il a été diffusé dans la plupart des bus et métros de Moscou par haut-parleurs. Attention, l'Ukraine menace de nous bombarder avec des armes nucléaires.
Tout le monde, mettez-vous à l'abri. Et tout le monde a entendu ça, tout le monde restait assis comme ça. C'est juste une blague légère des hackers ukrainiens envers les Russes, parce que, bien sûr, tout le monde sait que l'Ukraine n'a pas d'armes nucléaires. En ce moment, je dirais malheureusement. Mais oui, je veux dire, s'ils sont capables de pirater les transports publics de Moscou, ça peut vous dire qu'ils sont capables de faire bien plus. Et maintenant, mes amis, je sais que vous attendiez ce moment, car c'est devenu une grande partie de mes vidéos récentes. La raffinerie de pétrole, bingo. Avez-vous vos cartons de bingo prêts? Êtes-vous prêt à faire bingo et à gagner cette compétition? En août, l'Ukraine a repris ses frappes sur les raffineries russes après une brève pause provoquée par l'intervention de Donald Trump pour aider les Russes. En disant aux Ukrainiens « Ne le faites pas, ne frappez pas leurs raffineries de pétrole », eh bien maintenant les Ukrainiens le font de nouveau. Et déjà en août, nous avons plein de vidéos pour continuer notre jeu de bingo qui avait été arrêté par Trump il y a quelques mois. Les raffineries de pétrole russes passent un mois très difficile, avec 20% de la capacité de raffinage du pays déjà visée en août. La deuxième raffinerie de Novokouïbychevsk, la raffinerie de Ryazan, la raffinerie d'Afipski le 7 août. Pardonnez-moi, mon cerveau est au ralenti en ce moment. Je veux dire, c'est vraiment difficile de faire ça avec la grippe. Le 10 août, la raffinerie de Saratov, le 14 août, la raffinerie de Volgograd. Et d'ailleurs, comme tant de raffineries ont été touchées, les autorités russes avaient des problèmes avec les habitants qui partageaient quand même beaucoup de vidéos comme celles que vous voyez à l'écran. Je veux dire, il y avait simplement des gens qui filmaient les infrastructures pétrolières en feu, alors ils ont coupé Internet dans certaines zones où se trouvent les raffineries, juste pour empêcher la diffusion de ces vidéos. Et dans cette vidéo, vous pouvez clairement voir la différence ou le contraste frappant. Vous regardez par la fenêtre de chez vous et vous voyez une raffinerie de pétrole en feu. Gardez à l'esprit qu'Internet est coupé dans cette zone. Raffinerie de pétrole en feu. 2 zones différentes ont été touchées. Et puis vous vous tournez vers l'écran. La chaîne télévision Rassia ne montre que des babas qui dansent et chantent, jouant de la karmoshka. C'est de l'accordéon, je crois. Le contraste frappant avec la réalité en Russie. Par exemple, tu vois ça à la télé, puis tu regardes dehors et tu vois un pays en feu. Mais en fait, on n'a pas encore parlé des frappes d'hier. Hier, l'Ukraine a frappé 2 raffineries de pétrole en Russie. La première était la raffinerie de pétrole Lukoil à Volgograd. Elle a été gravement touchée. Plusieurs photos et vidéos montrent que l'installation pétrolière est en feu, et cela s'est confirmé par la carte de la société National Aeronautics and Space Administration. La raffinerie produit 145 millions de tonnes de produits pétroliers par an. Et c'est déjà la 7e fois que cette installation spécifique est frappée, car elle est tellement grande et massive. L'Ukraine la frappe. Après, environ tous les 2 mois, ils frappent, ils évaluent les dégâts, ça fonctionne toujours, ils frappent à nouveau. Oui, c'est une des 5 plus grandes raffineries de pétrole russes. Et juste pour passer en revue les images avec vous, ce sont toutes des photos de la raffinerie Lukoil et elles ont toutes été prises par des Russes qui passaient en devant. Comme je disais, les autorités ont vraiment un problème avec ces photos qui fuitent en ligne sans cesse. Ils ont coupé Internet dans certaines zones. Mais je veux dire, il y a tellement de gens qui filment ces choses que tu ne peux pas vraiment couper toutes les informations. Rappelle-toi combien ces raffineries sont vastes. Regarde les images satellites. Ce carré représente toute la zone de la raffinerie, l'usine de raffinage, peu importe son nom. Donc la tour de raffinage ou la tour de distillation. Désolé si j'utilise de mauvais mots ici, c'est une tour très spécifique qui est comme le cœur de la raffinerie. Si vous frappez cela, vous mettez hors service la majeure partie de cette zone, mais vous n'avez pas besoin de brûler toute la zone. Il suffit de détruire le cœur de la raffinerie. Boum, tout s'arrête. Au fait, encore une, et c'est la dernière dans cette vidéo. La raffinerie de Zizran a été frappée. Des témoins oculaires affirment qu'au moins 10 drones ont frappé cette installation pétrolière russe, située à environ 800 km de la ligne de front. D'énormes incendies sont visibles sur les vidéos et le taux de production annuel est de 89 millions de tonnes. Vous pouvez également voir la vidéo. Et vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'immeubles d'appartements de Banielka, juste ici, ainsi que des maisons ici aussi. Vous pouvez couper Internet, mais tous sont des téléphones portables.
C'est-à-dire que déjà dans cette vidéo, vous pouvez voir les maisons de quelques milliers de personnes rien que sur cette image. Ici, tout le monde a un téléphone. Il filme tous ces trucs et en parle. Donc en Russie, quand ce genre de choses arrive, les gens en parlent, d'accord. Nous avons eu une énorme explosion, un énorme incendie, des drones ukrainiens. Les autorités russes ont vraiment un problème avec ça, puisque ces informations affaiblissent donc vraiment leur image à l'intérieur du pays. Maintenant, mes amis, je vais chez le boucher et achetez-moi un café, membre mensuel. Et avec ce nom suivant, j'ai d'une manière ou d'une autre raté votre nom et vous m'avez écrit un email. Si vous m'écrivez et m'offrez un café, je réagirai aussitôt. Donc si vous pensez que j'ai aussi oublié votre nom, veuillez m'écrire un message et m'offrir un café. Je vais écorcher votre nom très vite. Ce gars m'a écrit un email et voilà Anthony Mira. Américain ne fait pas partie de ton nom, je le sais, mais tu es américain. Alors merci beaucoup pour le soutien. Mais ce n'est pas tout. D'autres noms sont à citer, comme Kordon et Hiiumaa, cette dernière étant la deuxième plus grande île d'Estonie. Alors, tu devines où ce gosse habite? Merci, Gordon Somaona. Oui, Morgan Kierling. Para voit en Estonie signifie victoire voit. Sans la petite vague au-dessus, c'est un joli nom, ça pourrait être un nom estonien. Les Russes ont perdu un autre bombardier incendiaire Su-30 SM. La marine ukrainienne a intercepté des signaux, ce qui suggère que le Sukhoi 30 SM russe s'est écrasé quelque part au sud-est de l'île aux serpents. Les recherches et sauvetages russes continuent, mais ceci est fermement sous contrôle ukrainien, une partie de la mer Noire. Et si cela a été perdu là-bas, ils ne vont pas le retrouver. Ils ont cependant trouvé des débris, donc il est assez sûr d'affirmer que cet avion a disparu. Fir Bombay, l'un des plus grands canaux militaires télégramme russes, le dit déjà. Vol éternel, frère. Chaque fois qu'il dit vol éternel en lien avec n'importe quelle perte aérienne, cela signifie à ses yeux que le gars est parti. Comme dormir avec les poissons, comme tu dis. Donc oui, je peux l'affirmer ici. Le bombardier russe Sukhoi 30 SM est maintenant transformé en sous-marin et dort avec les poissons. Et maintenant, enfin, mes amis, nous arrivons aux négociations. J'ai redouté ce sujet, les négociations entre Trump et Poutine. À l'heure où je fais cette vidéo, je n'ai qu'une seule vidéo de Lavrov sortant d'une voiture en Alaska. En regardant cette vidéo, vous en savez et avez vu bien plus que moi. Alors pardonnez-moi, cette vidéo est un peu dépassée pour vous, mais je n'y peux rien. Le timing est vraiment mauvais. Je veux dire, ils sont en train de parler en ce moment et aucune vidéo n'a encore été publiée. Et quand vous la voyez, tout a déjà été publié. Donc cette première vidéo a été filmée par la délégation russe. En ce moment, ils décollent de la Russie. Comme c'est un événement aussi important, les membres de la délégation et leurs assistants ont tous filmé ces images. C'est un événement majeur de voyager des États-Unis vers la Russie actuellement. C'est énorme. C'est difficile de décrire à quel point c'est un événement énorme pour les responsables russes. Ils filment, ils sont tellement fiers d'avoir cette opportunité. Regardez-les, ils sont tellement heureux. Voler de Moscou à l'Alaska. Rappelez-vous, ce n'est pas l'avion de Poutine, mais celui de la délégation, de leurs assistants et traducteurs. Ils sont tellement excités à ce sujet, ils en parlent. Parce que pour eux, c'est un grand cadeau de Trump pour sauver l'image de la Russie de l'isolement politique dans le monde. Leur donner une tribune sur le sol des États-Unis, ça les sauve de l'isolement. Maintenant, ils atterrissent. Tu vois, ils atterrissent sur le sol américain. C'est vraiment étrange à voir, honnêtement. Donc ce sont ces gars-là qui vont parler. Au moment où je filme, ils devraient en déjà discuter en personne. Et au moment où vous verrez ça, vous en saurez bien plus que moi en ce moment. Trump, Juris Dr. Vance, Marco Rubio, Steve Witkoff, Scott Bessent. Et puis, du côté russe, du côté rouge, nous avons Vladimir Poutine, Sergei Lavrov, Yuri Utchakov, Andriy Bilousov, Anton Siluanov, Kirill Dmitriev. Donc c'est des poids lourds contre des poids lourds. Il n'y a pas de déchets ici. Tout le monde est au sommet du pays. Donc c'est un combat WWE du siècle.
Si ces gars-là se battaient en vraiment, ce serait amusant. Je paierais certainement pour voir ça. Encore une fois, ce sont les poids lourds russes dans le coin rouge qui attendent la cloche pour foncer. Je n'ai déjà que cette seule vidéo de Sergei Lavrov sortant de sa voiture sur le sol de l'Alaska. Toi, tu en as plus, mais lui sort de sa voiture. Je veux te montrer, bon sang, laisse-moi t'en trouver une bonne. Voici Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. Il porte un t-shirt Union des républiques socialistes soviétiques, c'est-à-dire Union soviétique, Union des républiques socialistes soviétiques, en anglais, et il va en Alaska avec ce t-shirt Union des républiques socialistes soviétiques. C'est un message clair à Trump, je pense. Oui, parce que Trump a visité l'Union soviétique. Tu sais, j'y joue à des jeux psychologiques ici. Au fait, à ce moment-là, quand ils sont en Alaska. Poutine Jugend, je ne plaisante pas, je n'ai pas mal prononcé. Poutine Jugend. La jeunesse russe, vous savez, la jeunesse militariste, a sorti cette chanson et ils chantent « Regardons-la ensemble ». Sébastopol est à nous, et la Crimée les préservera pour nos descendants. Ce sont des enfants d'ailleurs. Nous ramènerons l'Alaska à notre patrie. Donc à ce moment-là, ils sont sur le sol américain grâce au cadeau de Trump. Leurs enfants chantent cela. Nous prendrons l'Alaska aux États-Unis pour le rendre à la Russie, à sa patrie. Laissez cela vous imprégner un instant. Et Trump laisse faire. Ils l'ont dit ouvertement. Et pour nous, depuis les mers du Nord jusqu'aux frontières du Sud, gardez à l'esprit, ces enfants ont quoi, 10 ou 15 ans? Dans 10 ans, ils seront tous prêts à être les prochaines chairs à canon dans la prochaine guerre. Si c'est contre l'Estonie, alors je me battrai contre ces gars-là dans 10 ans, c'est la dure réalité. Il n'y a pas d'image pour illustrer cela. Ils seront les prochains soldats à envahir l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Finlande, la Pologne ou l'Ukraine lors de la prochaine guerre. Ces mêmes visages que vous voyez ici dans 10 ans, tous ceux-ci viennent des îles Kouriles jusqu'au rivage de la Baltique, Ces enfants sont en train d'être préparés à des assauts sanglants en ce moment avec ces chansons. Nous avons une vidéo réalisée par l'intelligence artificielle de ce qui serait mon résultat préféré de la visite de Poutine en Alaska. Et je veux la regarder avec vous parce que je l'ai vraiment adoré. Regardez-moi ça. Il entre en Alaska. Nous avons l'entourage de Poutine, la voiture de Poutine, Monsieur Poutine à l'intérieur de la voiture, et qui avons-nous ici? Nous avons un tireur d'élite solitaire qui a l'air étrangement familier, hein? Parce que c'est Monsieur Boudanov. Boudanov, c'est la mort blanche de Finlande ici. Il tire badabim, badaboum, fourrure, dormir avec les poissons, pousser des tournesols. Le monde est meilleur à présent. Merci, Boudanov. Très bien, mes amis. Je vais vous ramener à la ville d'Anchorage, en Alaska, où les braves gens d'Amérique montrent leur soutien. Pas de roi, des drapeaux ukrainiens partout. Poutine a enlevé près de 20 000 enfants ukrainiens. Tous ces messages là-bas. Donc si vous faites partie de la délégation russe qui traverse cela, vous verrez de quoi votre pays est responsable. Et merci au peuple de l'Alaska, des États-Unis d'Amérique et d'Anchorage de montrer ce que vous défendez. Je suis avec vous à 100% sur ce point, mes amis, c'est ça. Je le répète, cette vidéo contient plus d'informations, donc cela peut paraître dépassé.